Chunk One. Je me suis dit, eh bien, peut-être que c'est une erreur d'impression, vous savez. Et puis, je ne devrais pas gâcher le spectacle juste parce que quelqu'un a fait une petite erreur. Warren Beatty a fréquenté plus de 1000 femmes. Il a marqué l'histoire d'Hollywood avec Bonnie et Clyde. Il a connu la gloire aux Oscars et le pouvoir politique. Mais en 2022, quelque chose a changé. L'homme qui ne manquait jamais une première a soudainement disparu. Lorsque sa femme a été nommée aux Oscars, il n'était pas là. Lorsque sa fille a fait ses débuts à Broadway, il est resté chez lui. Des amis disent qu'il est toujours vivant à 87 ans, mais il ne veut pas quitter sa maison. La raison pour laquelle cela vous brisera le cœur. Le plus grand playboy d'Hollywood vit maintenant dans un isolement total. Warren Beatty n'est pas né à Hollywood. Il est né. Henry Warren Beatty, le 30 mars 1937 à Richmond, en Virginie. Ses parents n'étaient ni acteurs ni grands noms du show business. Son père, Ira Owens Beatty, était un directeur d'école secondaire qui est devenu plus tard professeur de psychologie. Sa mère, Kathleen Karen McLean, était professeure d'art dramatique. Même avec son intérêt pour le théâtre, la famille était calme, de la classe moyenne et loin de tout ce qui était glamour. Ils ont déménagé à Arlington, en Virginie, dans les années 1940, parce que Ira avait trouvé du travail dans l'éducation. L'enfance de Beatty a été sérieuse et disciplinée. Ses parents se souciaient surtout de l'école, de la lecture et de l'apprentissage. Ils s'attendaient à ce qu'il réussisse sur le plan scolaire. Warren passait son temps à lire des livres, à jouer de la musique et à rejoindre des équipes sportives. Mais le monde du cinéma n'était pas du tout proche. Rien ne lui a été remis. Même son nom s'écrivait B et il a ensuite ajouté un deuxième T, comme un petit signe du changement qu'il espérait apporter à sa vie. Alors que la plupart des gens supposent que Beatty avait des relations pour l'aider à percer à Hollywood, ce n'était pas du tout le cas. Ses premières années ne lui ont rien apporté de tout cela. Juste une forte éthique de travail et un intérêt pour les arts qui a commencé à la maison. C'était une vie simple et tranquille qui lui a donné du courage et de la patience. Il avait aussi quelqu'un de très proche qui veillait sur lui. Chunk 2. Sa sœur, Shirley MacLaine, était de quelques années son aînée et avait une personnalité plus audacieuse. Warren était timide et adorait les livres et jouer du piano. Cela a fait de lui une cible à l'école dans les années 1940 et 1950, lorsque les garçons qui n'étaient pas durs se faisaient harceler. Shirley n'était pas du tout comme lui de ce point de vue. Elle était forte, franche et se jetait dans les combats sans hésitation. Plus d'une fois, Shirley s'est battue avec des enfants qui intimidaient Warren. Dans ses mémoires, Shirley dit qu'elle a toujours mené ses batailles. Warren lui-même était doux et calme, mais sa sœur s'assurait que personne ne l'embêtait trop longtemps. Cela lui a donné la liberté de rester fidèle à lui-même et de suivre ses intérêts. Ce lien entre eux durerait pour toujours, même lorsqu'ils ont choisi des voies différentes dans le show business. Shirley était fière de lui et il n'a jamais oublié ce qu'elle avait fait pour lui. Au moment où il est arrivé au lycée Washington Lee à Arlington, Beatty était également en train de devenir un athlète sérieux. Il était un quart arrière vedette et a même été président de classe. Les collèges de tout le pays l'ont remarqué. En 1955, on lui avait offert 10 bourses de football. C'était une grosse affaire à l'époque. Le football était un moyen d'atteindre le statut et le succès, surtout dans le Sud. Il était difficile de dire non à ce genre d'opportunité, mais Warren Beatty l'a fait. Au lieu de courir après la gloire du football, il a choisi d'aller à l'université Northwestern pour étudier les arts libéraux. Beaucoup de gens autour de lui ne pouvaient pas comprendre ce choix. Le football aurait pu faire de lui une star, mais Warren n'était pas sûr que c'était la vie qu'il voulait. Il se sentait attiré par les arts. Peut-être était-ce le passé de sa mère ou son propre amour pour les histoires et le jeu d'acteur. Même si ses entraîneurs et ses amis pensaient qu'il était fou d'abandonner le sport, Beatty a décidé de prendre le chemin le plus difficile, allant à l'encontre de ce que la plupart des gens attendaient, ce qui deviendrait l'un de ses traits distinctifs. Après seulement 1 an à Northwestern, il a pris un risque encore plus grand.
Beatty a abandonné ses études et a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière d'acteur. À l'époque, quitter l'université après 1 an était un gros pari. Il n'avait pas de parents célèbres, pas d'argent et seulement sa motivation. Ce choix a effrayé les gens autour de lui, mais il était sûr que rester à l'école ne lui donnerait jamais ce qu'il voulait vraiment. Chunk 3. Il a étudié avec le légendaire professeur d'art dramatique Stella Adler, travaillant à devenir un véritable interprète. Pour payer ses leçons, il a fait tous les petits boulots qu'il pouvait. Il a fait la plonge dans des restaurants et a travaillé comme ouvrier sur des chantiers de construction. Parfois, il jouait du piano dans de petits clubs juste pour joindre les deux bouts. Ces années ont été difficiles. Beatty a parlé de la lutte, des minuscules appartements, des longues heures. Beaucoup de gens auraient abandonné, mais il a continué. Ces difficultés l'ont façonné. Cela lui a montré que rien ne serait facile, et cela lui a fait apprécier chaque rôle qui se présentait à lui. En 1961, tout ce travail a porté ses fruits. Il a été choisi pour jouer aux côtés de Natalie Wood dans La fièvre dans le sang. Warren n'avait que 24 ans. Le film abordait des sujets audacieux comme la maladie mentale et le désir. Le rôle de Bud Stamper joué par Beatty semblait réel et brut, et le public et les critiques l'ont remarqué. Le film a été un succès, rapportant 4 millions de dollars au box-office. Beatty a même remporté un Golden Globe en tant que nouvelle star de l'année. Ses débuts ont tout changé. Le réalisateur Elia Kazan l'avait choisi parce qu'il avait vu un feu en Beatty, quelqu'un qui ne jouait pas un rôle, mais qui le vivait. Beatty et Wood avaient une véritable chimie à l'écran et même en dehors. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils avaient une liaison malgré son mariage. Une passion comme celle-là suivrait Beatty dans la plupart de ses projets futurs. Beatty s'est rapidement fait une réputation de quelqu'un qui mélangeait la vie et l'art. Après La fièvre dans le sang, ses relations avec ses co-stars sont devenues célèbres à part entière. Des histoires sur ses liaisons le suivraient pendant des années. Certaines de ses romances se sont mal terminées. Natalie Wood a même tenté de se suicider après leur rupture. D'autres, comme sa longue romance avec Julie Christie, sont entrées dans sa légende. Pourtant, Beatty apprenait aussi que la gloire et le talent ne suffisaient pas. Après sa grande percée, il a eu du mal avec plusieurs films qui ont fait un flop. Des films comme Le printemps romain de Madame. Chunk 4. Stone et Mickey One n'ont pas réussi à attirer les foules. Beatty était qualifié de difficile et certains pensaient que sa carrière pourrait s'éteindre avant même qu'elle ne commence vraiment. Cette période difficile l'a changé. Beatty a décidé qu'il ne se contenterait pas de prendre tous les rôles qui se présentaient. Au lieu de cela, il prendrait le contrôle. En 1967, à seulement 28 ans, il a décidé de produire son propre film, Bonnie et Clyde. C'était presque du jamais vu pour un acteur à l'époque. Les studios n'aimaient pas que les acteurs se lancent dans la production. Même Warner Brothers pensait que le film échouerait. Mais Beatty a misé sur lui-même. Il s'est battu pour le scénario. Il a choisi la distribution, y compris Gene Hackman et Faye Dunaway. Et il a même accepté un petit salaire initial, acceptant de prendre une part des bénéfices à la place. C'était un risque énorme. Si le film échouait, il ne gagnerait presque rien. Mais Beatty était à fond. Lorsque Bonnie et Clyde est sorti en salle en août 1967, cela a tout changé. C'était plus qu'un simple film à succès. Le film ressemblait à une explosion. Sa violence graphique, sa tension sexuelle et son esprit rebelle ne ressemblaient à rien de ce que le public américain avait vu auparavant. La fusillade finale était comme un ballet de balles, inspiré par les réalisateurs de la nouvelle vague française comme Godard et Truffaut. C'était tellement choquant que la Motion Picture Association of America a dû repenser tout son système de classification. C'est la naissance des classifications de films modernes que nous utilisons aujourd'hui. Les critiques étaient divisés en deux camps. Bosley Crowther, qui avait régné comme le principal critique de cinéma du New York Times pendant des décennies, détestait le film. Dans une critique, il l'a qualifié de vulgaire pièce de slapstick éhontée, rougie de taches de violence. Crowther a même écrit contre le film à 3 reprises.
Sa réaction sévère s'est retournée contre lui. Après 27 ans au Times, il en a été renvoyé, en partie parce qu'il n'avait pas compris à quel point le film était important. Chunk 5. De l'autre côté, il y avait Pauline Kael, qui l'adorait. Dans The New Yorker, elle a écrit une critique élogieuse intitulée The Frightening Power of Bonnie and Clyde. Kael a soutenu que la violence du film était honnête et puissante, pas un divertissement bon marché. Sa passion était si forte qu'elle a changé la conversation autour du film. Beaucoup de gens attribuent à l'article de Kael le mérite d'avoir sauvé Bonnie et Clyde de l'oubli. Il a également relancé la carrière de Kael en tant que l'une des critiques de cinéma les plus célèbres d'Amérique. Le débat est allé bien au-delà des critiques. Les gens ont discuté du film dans des talk-shows, dans des chroniques de journaux et même au Congrès. Certains pensaient qu'il glorifiait le crime. D'autres pensaient qu'il capturait l'esprit rebelle des années 1960. La lutte autour du film ressemblait à une partie d'une plus grande guerre culturelle, l'ancienne garde contre la nouvelle. L'un des rebondissements les plus surprenants est venu de Newsweek. Le magazine avait initialement démoli le film. Le critique Joe Morgenstern s'est rendu à une projection en avant-première avec Warren Beatty, qui le regardait par-dessus son épaule. Sa première critique a rejeté Bonnie et Clyde comme une fusillade sordide pour le commerce. Mais après l'avoir revu avec une foule ordinaire et avoir entendu son enthousiasme, Morgenstern s'est rendu compte qu'il avait tort. Dans une démarche inédite pour un critique, il a convaincu Newsweek de publier une deuxième critique une semaine plus tard. Cette fois, il a salué le film comme important et artistique. Warner Brothers a sauté sur l'occasion, se vantant dans des publicités que même ses critiques les plus sévères avaient changé d'avis. La publicité a été un cadeau. Plus de gens sont venus le voir et Bonnie et Clyde est devenu un événement incontournable. Ce revirement audacieux est encore étudié dans les cours de journalisme comme un exemple d'honnêteté et d'influence. Lorsque la saison des récompenses est arrivée, Bonnie et Clyde étaient inarrêtables. Il a obtenu 10 nominations aux Oscars lors de la 40e cérémonie des Academy Awards en 1968, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Arthur Penn, du meilleur acteur pour Warren Beatty, de la meilleure actrice pour Faye Dunaway et du meilleur acteur dans un second rôle pour Jane Hackman et Michael J. Pollard. Estelle Parsons a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle et Burnett Guffey a remporté le prix de la meilleure cinématographie. Les nominations ont placé le film aux côtés de succès comme Divine, qui vient dîner, également avec 10 nominations cette année-là. Cela a montré que Bonnie et Clyde n'étaient pas seulement un succès au box-office. C'était une œuvre d'art sérieuse et respectée qui a contribué à inaugurer un nouvel Hollywood. Chunk 6. Faye Dunaway, Jane Hackman et Estelle Parsons sont devenus des stars. Warren Beatty n'était plus seulement un bel acteur principal, il était aussi un producteur visionnaire. Hollywood était en train de changer et Bonnie et Clyde en étaient la preuve. Ce même Beatty faisait également des vagues en dehors de l'écran. Tout au long des années 1960 et au-delà, Beatty s'est forgé une réputation de playboy le plus célèbre d'Hollywood. Sa liste d'amantes était stupéfiante. Jane Fonda, Faye Dunaway, Julie Christie, Madonna, Natalie Wood, Barbra Streisand, Carly Simon, Stephanie Seymour, Janice Dickinson, Diane Keaton, Goldie Hawn, Brigitte Bardot, Leslie Caron et Joan Collins. Et ce ne sont là que quelques-uns des noms les plus célèbres. Bon nombre de ces relations se sont chevauchées, créant d'innombrables colonnes de potins et de mythes qui ont suivi Beatty partout. Le biographe Peter Biskind a même estimé dans son livre « Star, How Warren Beatty Seduced America » que Beatty avait couché avec près de 13 000 femmes. Un nombre si ridicule que cela signifiait une partenaire différente chaque jour pendant 35 ans. Beatty en a ri, mais personne n'a nié qu'il était un homme à femme.
Sa liaison avec Madonna pendant le tournage de Dick Tracy a fait la une des tabloïds. Sa liaison avec Julie Christie était passionnée et sa relation en dents de scie avec Diane Keaton était légendaire. Mais tout n'était pas amusant. Joan Collins, l'une des premières très fiancées de Beattie, a révélé dans ses mémoires qu'elle était tombée enceinte de l'enfant de Beattie. Craignant qu'un bébé ne ruine sa carrière, elle a décidé de se faire avorter. C'était illégal à l'époque et un choix déchirant qui est resté avec elle pour toujours. Collins a écrit plus tard que Betty était distant et froid, plus concentré sur lui-même que sur quiconque. Même Jackie Kennedy, que Betty a fréquenté brièvement dans les années 1970, s'est lassée de lui. Elle a dit à des amis qu'elle pensait qu'il était égocentrique et superficiel. La romance entre Natalie Wood et Warren Beatty n'a jamais été une simple liaison hollywoodienne. C'était une tempête qui a frappé leur vie et leur carrière. Tout a commencé lorsqu'ils ont travaillé ensemble sur La fièvre dans le sang en 1961. Leur chimie à l'écran était si forte qu'ils ont commencé à se fréquenter après le tournage. Nathalie a un jour qualifié leur relation de cirque à 3 pistes et d'incendie de niveau 5. Ils se sont beaucoup disputés. Ils se sont beaucoup aimés. Chunk. 7. Et ils ont tout ressenti à l'extrême. Ils pensaient que se disputer était un signe qu'ils se souciaient vraiment l'un de l'autre. C'était plus que de la passion. Nathalie était encore mariée à l'acteur Robert Wagner à l'époque. La liaison a ruiné ce mariage. Wagner a admis que les voir ensemble l'avait presque rendu fou. La presse s'en est donnée à cœur joie. Betty était en train de devenir une immense star et le scandale n'a fait que le rendre plus célèbre. Nathalie était déjà confrontée à quelques échecs de carrière. Les potins n'ont pas aidé. Pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit. Même si leur liaison a créé le chaos, elle a également donné à Nathalie l'un de ses rôles les plus puissants. Sa douleur émotionnelle s'est reflétée dans sa performance dans La fièvre dans le sang, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars. C'était un tournant dans sa carrière. Elle travaillait avec le réalisateur légendaire Elia Kazan, qui l'a poussée à ses limites émotionnelles. La biographe Suzanne Finstad a déclaré que c'était le plus haut niveau émotionnel de sa carrière. Même si cela a laissé Nathalie épuisée lorsqu'ils se sont finalement séparés en 1964, les retombées ont été graves. Nathalie est tombée en dépression. Elle a même tenté de se suicider une fois, ce que sa fille a déclaré plus tard être un cri désespéré à l'aide plutôt qu'un véritable désir de mourir. La thérapie a changé la vie de Nathalie et l'a aidée à guérir. Betty est passée à autre chose rapidement et a continué à monter à Hollywood, mais la liaison avec Nathalie l'a suivie comme une ombre. C'était si intense que les futurs couples d'Hollywood en parlent encore comme l'une des romances les plus dangereuses et les plus dévorantes. Des années plus tard, Betty était de retour dans les manchettes avec la famille de Nathalie. Dans les années 1970, il s'est impliqué avec la sœur de Nathalie, Lana Wood. Lana était en grande difficulté à l'époque. Elle était piégée dans une relation abusive et n'avait nulle part où aller. Désespérée et effrayée, elle a contacté Betty. Betty l'a prise en charge et lui a réservé une chambre au Beverly Wilshire Hotel. Ce qui a commencé comme un acte de gentillesse s'est transformé en une liaison. Beaucoup ont pensé que c'était une terrible trahison parce que Nathalie et Lana ne se parlaient même pas à l'époque. Chunk. 8. Hollywood a été choqué. Même les amis de Betty ont pensé qu'il avait franchi une ligne tacite. Certaines personnes l'ont défendu, disant qu'il essayait seulement d'aider, mais la plupart ont pensé que c'était imprudent. Cela a brisé tout lien fragile qui restait entre les sœurs. Cela a également donné à Betty l'air d'une personne qui suivait ses propres règles. Ce n'est pas la seule fois où les relations passées de Betty sont devenues des histoires publiques. Carly Simon a laissé le monde entier deviner pendant des années avec sa célèbre chanson « You're So Vain ». Tout le monde voulait savoir de qui parlaient réellement les paroles. De grands noms comme Mick Jagger et David Bowie ont été devinés, mais Betty a toujours été le principal suspect. Finalement, en 2015, Simon a confirmé que le deuxième couplet parlait de lui. « J'ai confirmé que le deuxième couplet est Warren », a-t-elle déclaré au magazine People. Le couplet dit «
Tu m'as eu il y a plusieurs années quand j'étais encore assez naïve. Eh bien, tu as dit que nous formions un si joli couple et que tu ne partirais jamais, mais tu as donné les choses que tu aimais, et l'une d'entre elles était moi. » Betty a adoré ça. Simon a même plaisanté en disant qu'il pensait que toute la chanson parlait de lui. Le charme de Betty ne s'est pas arrêté là. Au début des années 1990, il sortait avec Madonna. Les deux se sont rencontrés sur le plateau de Dick Tracy, où elle jouait la chanteuse de salon sensuel, Breathless Mahoney. La presse était accrochée. Chaque fois qu'ils sortaient, des caméras les suivaient. Madonna réalisait Truth or Dare, un documentaire sur sa vie et sa carrière. Betty ne voulait pas apparaître au début, mais Madonna était déterminée. Dans une scène célèbre, elle a refusé d'être filmée hors caméra, et Betty a répondu avec ironie. Elle ne veut pas vivre hors caméra, encore moins parler. Que ferait-elle hors caméra? Pourquoi quelqu'un voudrait-il vivre hors caméra? Leur romance a duré environ 15 mois. Cela a aidé Madonna à ressembler à une actrice hollywoodienne sérieuse. Cela a également remis Betty en couverture de magazines pour une nouvelle génération de fans. Mais ils étaient trop différents. Betty était plus discret. Madonna adorait les projecteurs. Ils ont suivi leur propre chemin peu après la sortie de Dick Tracy, mais ils ont laissé une impression durable en tant que l'un des couples de célébrités les plus emblématiques des années 90. Betty n'a jamais été qu'un visage célèbre. Même au sommet de sa gloire, il se souciait profondément de la politique. En 1972, il a pris du temps libre pour aider la campagne présidentielle de George McGovern. Chunk 9. Ce n'était pas un soutien rapide. Betty a passé 1 an et demi à travailler dur pour McGovern, qui se présentait contre Richard Nixon. Il a organisé de grands concerts de bienfaisance avec d'énormes noms comme Barbra Streisand et Simon et Garfunkel. Les foules les ont adorés. Le concert de Los Angeles a permis de recueillir 300 000 $, mais seulement 18 000 $ sont parvenus à la campagne après les dépenses. McGovern a tout de même considéré Betty comme l'une des personnes les plus importantes de la campagne. Betty a même renoncé à des rôles dans d'énormes films comme Le Parrain, Nos plus belles années, Gatsby le Magnifique et L'Arnaque pour se concentrer sur la politique. Et l'influence politique de Betty a duré des années. Il avait les numéros de téléphone personnels de sénateurs et même de présidents. John F. Kennedy l'a encouragé à utiliser sa voix. Dans les années 1990, les gens pensaient qu'il pourrait se présenter lui-même à la présidence. Même en tant qu'homme plus âgé, Betty est resté impliqué dans les débats publics. Il était connu pour lire les journaux tous les jours et se soucier des politiques réelles. En 2005, il a prononcé un discours enflammé à Lucy Berkeley, dénonçant les politiciens qui faisaient passer l'argent avant les gens. Beaucoup ont été surpris qu'une personne aussi célèbre puisse aussi être aussi sérieuse. Cette soif de contrôle et de concentration s'est également manifestée dans sa réalisation de films. Betty acceptait rarement des simples rôles d'acteur. S'il était impliqué dans un film, il était généralement producteur, scénariste et réalisateur également. Après quelques mauvaises expériences sur les plateaux des autres, il a décidé de prendre le contrôle. L'un de ses tournants a eu lieu sur Quoi de neuf, Pussycat, en 1965. Betty pensait qu'il était co-vedette et coproducteur, mais lorsque Woody Allen a élargi son propre rôle dans le scénario, Betty s'est sentie mise de côté. Betty a quitté le film. À partir de ce moment-là, il a décidé qu'il ferait ses propres projets où il pourrait prendre les décisions. C'est ainsi que Bonnie et Clyde est arrivé en 1967. Betty a choisi Arthur Penn comme réalisateur, a embauché Faye Dunaway et Gene Hackman et a transformé le film en un succès qui a changé la donne. Le studio pensait que c'était trop risqué. Betty n'était pas d'accord. Bonnie et Clyde a obtenu 10 nominations aux Oscars. Betty a empoché plus de 6 millions de $. Chunk 10. Cette même motivation s'est poursuivie dans des films comme John McCabe, Shampoo, Le ciel peut attendre et Dick Tracy. Betty a écrit, réalisé,
produit et joué. Certaines personnes ont aimé son contrôle. D'autres ont pensé que c'était épuisant. Les contrats pouvaient s'étirer à l'infini parce qu'ils voulaient avoir le dernier mot sur le casting, le montage et même les affiches. Ce besoin de faire les choses à sa façon est devenu encore plus célèbre lorsqu'il a décidé de faire un film sur Howard Hughes. Beatty a pensé à Hughes pendant 40 ans. Il a écrit des ébauches, a parlé à des acteurs et n'a cessé de revenir à l'idée. Finalement, l'exception à la règle est sortie en 2016. C'était un petit film sur Hughes, mais aussi sur Beatty lui-même, un homme puissant qui avait passé sa vie à essayer de façonner chaque détail de son monde. Beatty a tourné le film en 2014 et a passé 2 ans à le monter. Le budget a atteint 25 millions de dollars. Le film n'a rapporté que 3,9 millions de dollars au box-office. Des poursuites judiciaires ont suivi. Mais pour Beatty, il ne s'agissait jamais seulement d'une question d'argent. C'était personnel. Le projet a pris la majeure partie de sa vie d'adulte à achever et il devait le mener à bien. Ce genre de perfectionnisme a porté ses fruits auparavant. En 1978, Beatty a fait quelque chose que très peu avaient fait auparavant. Pour Le ciel peut attendre, il a été nominé pour le prix du meilleur film en tant que producteur, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur scénario. Avant lui, seul Orson Welles avait réussi cet exploit avec Citizen Kane. Le ciel peut attendre a été un succès. Il a rapporté 86,8 millions de dollars et a remporté plusieurs prix. Le plus grand triomphe de Beatty aux Oscars est survenu en 1951 avec Reds, un film ambitieux sur le journaliste américain John Reed. Le film a mis 15 ans à être réalisé. Beatty a produit, réalisé, écrit et joué. Il était obsédé par chaque scène. Même Ronald Reagan a salué le film, bien qu'il ait souhaité une fin plus heureuse. Reds a été nominé pour 12 Oscars et Beatty a remporté le prix du meilleur réalisateur. Il a également remporté des prix pour Maureen Stapleton et la cinématographie. Warren Beatty a autrefois été l'une des plus grandes stars d'Hollywood, mais en 2016, cette lumière avait commencé à s'estomper. C'est l'année où son film tant attendu sur Howard Hughes, L'exception à la règle, est finalement sorti en salle. Beatty travaillait sur le projet depuis plus de 40 ans. Il l'a écrit, réalisé, produit et joué lui-même. Le casting était plein de talent. Lily Collins, Alden Ehrenreich, Annette Bening et Alec Baldwin sont tous apparus. Mais rien de tout cela n'a suffi à sauver le film. Lors de sa sortie en novembre 2016, l'exception à la règle a été un désastre. Le budget était de 25 à 31 millions de dollars, mais il n'a rapporté que 3,9 millions de dollars dans le monde entier. Son premier week-end a été l'un des pires jamais enregistrés pour un film projeté sur plus de 2000 écrans, rapportant seulement 1,6 million de dollars. Le jour de sa sortie, il a rapporté en moyenne seulement 129 dollars par cinéma. Au cours de son troisième week-end, le total par cinéma avait encore diminué. Moins de 40 000 dollars ont été rapportés ce week-end-là. Le film a été retiré de la plupart des sites cinéma après seulement 1 mois. Les critiques n'ont pas été tendres non plus. Beaucoup ont dit qu'il était lent, ennuyeux et confus. Les jeunes spectateurs avaient fait peu d'intérêt, la plupart ne sachant pas qui était Howard Hughes. Rotten Tomatoes lui a donné un score pourri de 55% de la part des meilleurs critiques. Les critiques ont qualifié les personnages de faibles et le montage de saccadé. Même le casting de soutien étoilé n'a pas pu compenser une intrigue confuse et lente. La véritable tragédie était ce que cet échec signifiait pour Beatty. Il avait passé des années à faire avancer ce projet, espérant qu'il relancerait sa carrière après 15 ans d'absence de l'écran. Au lieu de cela a fait le contraire. Dans des courriels adressés au patron des studios, il a admis que les terribles résultats du film au box-office avaient fait perdre de l'argent à toutes les personnes impliquées.
Batty a essayé de sauver la face en espérant que la vidéo à domicile aiderait, mais le mal était déjà fait. Un retour en force s'était transformé en une humiliation publique. Et ce n'était pas face fini. Batty a été poursuivi par son propre producteur, Arnon Milchan, au sujet du budget de marketing. Milchan a fait valoir que les exigences de Beatty avaient fait grimper les coûts de 12 à 14 millions de dollars à plus de 20 millions de dollars. Chunk 12. Les groupes sans atteste avaient déjà averti que l'histoire semblait trop lente et démodée, surtout pour les spectateurs de moins de 40 ans, mais Beatty a ignoré ces avertissements. Le film est sorti sur 400 écrans de toute façon et a été lancé contre de grands succès comme Vaiana et A Star is Born. Le résultat a été un flop de proportions historiques. Cet échec a déclenché une chaîne de poursuites judiciaires. Milchan a essayé de récupérer plus de 15 millions de dollars dépensés en marketing. Les investisseurs se sont défendus et le gâchis juridique a révélé plus de 100 contrats différents qui bloquaient les droits. Des courriels ont révélé que Beatty regrettait en privé d'avoir espéré que les gens viendraient se hasser voir un vieil homme qui n'avait pas été à l'écran depuis 15 ans. Les poursuites judiciaires ont traîné son nom dans la boue. La saga s'est terminée comme l'un des épisodes les plus embarrassants de sa longue carrière. Et si cela ne suffisait pas, les Oscars l'année suivante lui ont offert un autre cauchemar public. Le 26 février 2017, Beatty et Faye Dunaway sont montés sur scène pour présenter le prix du meilleur film, un clin d'œil nostalgique à Bonnie et Clyde. Mais un mélange en coulisses lui a remis la mauvaise enveloppe. C'était l'enveloppe de la meilleure actrice, qui venait d'être remise à Emma Stone pour La La Land. Beatty a fait une pause, confus, puis a donné l'enveloppe à Dunaway. Elle a rapidement annoncé La La Land comme le gagnant. Les acteurs de La La Land se sont précipités sur scène pour célébrer. Mais ensuite, en plein discours, quelqu'un s'est rendu compte de l'erreur. Le vrai gagnant était Moonlight. La foule a halté lorsque l'erreur a été révélée. Jimmy Kimmel et des comptables de PwC se sont précipités pour la corriger. Betty et Dunaway avaient l'air stupéfaits et embarrassés. C'était l'un des moments les plus étranges et les plus commentés de l'histoire des Oscars. Après cette nuit-là, Beatty a presque entièrement disparu. En 2022, il avait cessé d'assister à des événements publics. Sa dernière apparition publique connue remonte au TCM Classic Film Festival en avril de cette année-là, où il a assisté à une projection du ciel Peut attendre. Depuis lors, il n'y a eu aucune photo, aucune première et aucune entrevue. Même lorsque sa femme Annette Bening a été nommée pour le prix de la meilleure actrice en 2024, il est resté à la maison. Lorsque sa fille Ella a fait ses débuts à Broadway en mars de cette année-là, il n'était pas là non plus. Une absence choquante pour quelqu'un connu comme un père loyal et aimant. Les personnes proches de lui disent qu'il est fille fragile et toujours très fier. Chunk, 13. À 87 ans, Beatty ne voyage plus loin et évite les projecteurs parce qu'il ne veut pas être vu comme faible. Des amis disent qu'il suit toujours de près les nouvelles et se tient au courant des potins d'Hollywood, mais son monde est devenu très petit. Des rumeurs sur ses problèmes de mémoire circulent depuis des années, surtout après la mésaventure des Oscars. Certains disent qu'il est juste distrait, mais la plupart supposent qu'il reste à la maison parce qu'il ne veut pas que quiconque le voie de cette façon.